Bonjour, je voulais me présenter, je m'appelle Pierre Lafranchi, je suis historien. Guillaume m'a demandé de vous raconter un petit peu mon rapport à la FC7 et pourquoi ce domaine-là m'a beaucoup développé. Et puis je dois beaucoup à ce club et je voudrais vous raconter un petit peu mon histoire, ma relation avec la FC7. Alors je suis pas toi, ça s'entend de ma voix. Je n'ai jamais habité à 7, mais j'aime ce club depuis que je suis petit. Alors, pour plusieurs raisons. Parce que mon père était un supporter du FC7. Alors, mon père est corse, pied noir. Et dès que j'étais gosse, il m'a raconté que il avait vu jouer le FC7 en Algérie. Et il m'avait parlé d'Ivan Bey, qui était le meilleur joueur qu'il ait jamais vu jouer, qu'il adorait. Et je me souviens toujours qu'à la télé, il voulait toujours savoir les résultats de deux clubs, du Stade de Reims et du FC7. Toujours. Et en plus, quand j'étais gamin, ma tante habitait plusieurs années à 7. Et c'était le rêve de mon père était de se retirer à 7. Sans doute regarder les matchs. Bon. Mais c'était un truc lointain dans sa tête. Et puis, j'ai commencé mes études d'histoire à l'université de Montpellier. Et au début des années 80, vers 1981, j'étais inscrit en maîtrise et j'ai proposé à un de mes profs, qui était Gérard Cholvy, de faire une maîtrise sur l'histoire du FC7 lors de la saison 1933-34, qui est le premier club qui gagne le doublé dans l'histoire. Alors, à ce moment-là, j'avais dans le cours avec moi un c'est toi notamment, mais je connaissais pas du tout la ville, je connaissais pas du tout les gens du club. Et ça m'intéressait de faire un projet sur une année du club. Donc à ce moment-là, il y avait beaucoup d'anciens joueurs qui étaient encore en vie. Et j'ai eu la chance que ce sujet soit accepté et que je puisse pendant une année m'intéresser à l'histoire du Football Club de Sète pendant la saison 1933-34. Et j'ai rencontré un certain nombre de joueurs. Le premier que j'ai rencontré, c'était René Liens, qui habitait à Sommières à l'époque, qui a été très gentil avec moi et qui m'a mis en contact avec 4 autres de ses coéquipiers. Alors, le premier, c'était Louis Gabriel, qui habitait à l'époque à Sainte-Bosie de Putois, à côté de Ganges. Le second était Yves Dupont, qui habitait à Nîmes. Et le troisième était René de Dieu, leur entraîneur, qui habitait à Alès à l'époque. Et alors pendant un an, j'ai travaillé sur le club, j'ai essayé de trouver le plus de choses possible. Il y a beaucoup d'autres personnes qui m'ont aidé, j'y reviendrai dans 2 secondes. Mais ces 4 hommes m'ont totalement impressionné. Alors, bon, 4 personnes totalement différentes. René de Dieu, un monsieur déjà très âgé, il avait plus de 80 ans à l'époque, il venait de perdre son épouse, il habitait dans un immeuble à l'est. Et il écrivait, il m'écrivait souvent, mais j'ai été le voir 3 fois. Et on a eu des longues discussions. C'était quelqu'un, il avait une petite voix très haute. Et c'était quelqu'un qui avait été un des fondateurs du club, puisqu'en 1914, il avait alors 15 ans. En 1914, il est l'un des joueurs qui crée le Football Club de Sète. Et comme il me l'a expliqué, les gardes de l'Olympique sétois, au moment de la déclaration de guerre, ont fermé le stade, ils ne pouvaient plus jouer. Et donc avec ses copains, ils ont créé un nouveau club. Alors c'était le joueur de 3 clubs
ceux du sien. Alors il faisait partie des jeunes joueurs de l'Olympique Sétois, dans la série de jeunes. Et sa mère tenait le Café du Louvre. Et les joueurs, avant d'aller à l'entraînement, allaient chez sa mère. Donc il avait une relation avec le club très forte. Le deuxième élément de sa jeunesse à ce moment-là, c'est que aussi il était doué. Gibson avait noté que c'était un bon joueur. Il faut savoir que quand on crée le club, le Football Club de Sète est créé donc fin 1914, et durant la guerre, le club joue et se développe, mais il n'y a rien de réellement formalisé. Et le club se formera vraiment à partir de 1919 et de l'armistice. René de Dieu m'a raconté beaucoup d'éléments que j'ai perçus chez cet homme, un gars dur, avec des yeux un regard très profond. J'ai perçu chez cet homme un amour réel pour son club. Et il me racontait un petit peu comment ça se passait. Il a été très clair sur le rôle des différents acteurs. En parlant de Georges Béraud, il disait bon, Béraud il faisait ça parce qu'il ne voulait pas faire grand chose d'autre. Et Béraud, sa particularité, c'est qu'il n'avait pas un rond. Il était président d'honneur parce qu'il ne pouvait pas être président, il était là, il était ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un directeur général ou un directeur sportif. Et il ne faisait pas ça vraiment pour gagner beaucoup d'argent, mais il le faisait pour développer son idée du foot. Le deuxième personnage assez étonnant, c'était René Liens. René Liens, des grosses mains. J'ai eu la chance de retrouver René Liens 20 ans après. Et on a eu plusieurs réunions ensemble. C'est quelqu'un qui m'a aussi beaucoup impressionné. René Liens, c'était un personnage avec un sourire et une gentillesse assez étonnante. Et alors, il était très sétois en soi. René Liens, c'est une histoire assez étonnante. C'est quelqu'un il est de Collioure, c'est un Catalan, mais il a perdu son père très jeune, pendant la guerre. Et donc, il s'est transféré, sa mère s'est transférée à Sète. Et là-bas, son cousin a joué au football. Et son cousin était gardien de but. Et il a été international avec le FC Sète. Il a joué aussi 2 finales de Coupe de France avec le FC Sète, en 24 et en 29. Et c'est Laurent Henrique. Et René Liens était le successeur de Laurent Henrique. Alors, De Dieu et Liens, c'est quelque chose de particulier qu'on connaît assez peu, c'est que c'était des hommes de gauche. De Dieu était au Parti communiste, c'est d'ailleurs pour ça que par la suite il est allé à l'Est et à Nîmes, qui étaient des villes de gauche aussi. Et Liens était un homme de gauche. Et ça ressort assez souvent dans les discussions qu'on a pu avoir. Et c'était aussi tous les deux des personnages qui croyaient énormément dans le rôle social du football et dans le football comme moyen de développer aussi des relations humaines fortes. Alors, Liens m'a par exemple raconté des détails très intéressants sur sa carrière. En 1938, il a 25 ans, il est international, il vient juste de se marier. Et Béraud vient le voir et lui dit écoute, j'ai besoin d'argent, le club a besoin de se renforcer. Il y a Saint-Étienne qui nous offre de l'argent, est-ce que tu veux y aller? Il ne veut pas y aller. Liens veut rester à Sète. Et finalement, il ira à Saint-Étienne, il sera le premier international de Saint-Étienne. Et il y restera jusqu'à la libération. Ensuite, il ira entraîner
Vichy, à Toulon, à Béziers. Et il restera ensuite pendant quelques années à Saint-Jean-de-Maurienne, petit club qui fera monter en 3e division. Et il se retire à Sommières, puis il rentre à Sète, où il est décédé, plus que centenaire. Et Louis Gabriel était l'inverse. C'était un homme, alors on appelait Louis Gabriel la tulipe. C'était un joueur grand, très bien habillé. Alors Gabriel, il m'a toujours donné rendez-vous, je l'ai vu 2 fois, et on s'est écrit alors beaucoup, c'est quelqu'un qui savait très bien écrire. Et Gabriel, on se donnait rendez-vous, place de la Comédie, dans un café. Alors il arrivait avec un costume très bien habillé, et il fumait beaucoup. Je fumais beaucoup moi aussi à l'époque, donc ça m'arrangeait. Et Gabriel, c'était un monsieur... excellent joueur, le joueur préféré de Dieu, qui a toujours vu qui a vu en Gabriel vraiment le demi-centre futur de l'équipe de France. C'est lui qui l'a fait venir à Sète, c'est lui qui l'a fait être international, vraiment qui l'a imposé en équipe. Et René de Dieu m'a dit, Gabriel, c'est un talent naturel, et c'est un type qui, sur des aspects forts, avait énormément de problèmes de confiance. Alors, Gabriel Gueliens, c'était les meilleurs amis du monde, et pourtant tous les différenciés. Il y en a un qui venait de classe moyenne, l'autre plutôt populaire. Il y en a un qui était de gauche, l'autre de droite. Gabriel, c'était plutôt un homme de droite. Et pourtant, ils ont été vraiment des grands amis durant toute leur carrière. Et après, ils se sont côtoyés par la suite aussi. Et Gabriel m'a donné une idée du football un petit peu différente. C'est-à-dire que pour lui, le football était vraiment un métier, la passion. Il me racontait un petit peu les déboires qu'il a pu avoir avec les dirigeants. Et alors, Liens et Gabriel, c'était un petit peu le même genre. Je me disais, vous savez, les dirigeants, ils aiment bien être là pour se faire voir dans le journal en général. Il y en a très peu qui ont apporté quelque chose au club. Et Gabriel, c'était un Montpellier, et il aimait beaucoup la réalité du football, du football à Montpellier, et où il n'a pas pu s'imposer, mais il a gardé de Sète un immense respect et une très forte image du concept d'équipe. C'était vraiment un groupe dans lequel les joueurs ont beaucoup développé. Alors j'ai laissé pour la fin celui qui a eu un impact énorme sur ma carrière personnelle et professionnelle. C'est Yves Dupont. Alors, Yves Dupont, c'est peut-être le moins connu des joueurs de cette finale-là, mais au sein du groupe, c'était une personne... la personne peut-être la plus connue, la plus reconnue parmi ses collègues, parce que Yves Dupont, c'était un petit bonhomme que j'ai rencontré à 75 ans, mais qui était comme un il avait la même tête à 75 ans qu'il en avait à 25. Un gars de 1m68, par là, assez frêle, et qui bougeait beaucoup et qui parlait sans arrêt. C'est un homme qui a adoré le football et qui a adoré le FC7. Alors il m'a raconté qu'il a commencé par jouer à Montpellier, mais avant Montpellier, il avait passé 3 mois à Sète parce que le club de son cœur, c'était Sète. Et alors il a joué la finale de la Coupe de France avec Montpellier en 1931. Puis quand il y a eu le professionnalisme, il est parti à Béziers pendant 1 an. Puis de Dieu qui le connaissait bien, puisqu'ils avaient joué ensemble, ils avaient joué la finale de la Coupe de France ensemble avec Montpellier, l'a fait venir à Sète. Et il est resté 2 ans à Sète avant de devenir professeur. Alors, Yves Dupont, c'est quelqu'un d'extraordinaire parce que c'était l'étudiant du groupe. Et donc, il passait son temps à cumuler les études et le métier de footballeur professionnel. Et il est arrivé à le faire. Et il a fait quelque chose d'étonnant. Je connais peu de cas comme le sien. C'est qu'à l'âge de
65 ans, quand il a pris la retraite, il a décidé d'écrire à compte d'auteur une histoire de son club. C'est juste avant, 60, mon âge à peu près, 63 ans, c'est l'âge que j'ai aujourd'hui. Juste avant qu'il prenne sa retraite, il a écrit une histoire du club. Et je dois dire que j'ai pas mal de livres, mais celui auquel je tiens le plus, je vais vous le montrer d'ailleurs. C'est Yves Dupont qui me l'a offert. Ça s'appelle La Mecque du football. La Mecque du football, c'est l'histoire du football club de Sète. Voilà le livre, La Mecque du football. Mais il m'a fait une dédicace magnifique à Pierre-Alain Franqui, dont les recherches sur les clubs de notre jeunesse ont donné, suite à son mémoire de maîtrise universitaire en de succès, le Football Club de Sète, ce livre de souvenirs avec l'expression de notre fidèle et sincère amitié et considération, et de notre sincère considération de notre très chaleureuse amitié, Yves Dupont. La chose tout à fait particulière, c'est que moi j'ai un exemplaire unique de ce livre parce que M. Dupont me l'a fait relier en cuir vert, la Mecque du football, et il m'a dit, écoutez, vous m'avez fait tellement plaisir avec votre mémoire, parce que j'avais donné une copie de mon mémoire, comme je le donnais aux 3 autres. Et il m'a demandé à ce que, s'il avait le droit de relier aussi mon mémoire. Et donc, il existe une copie reliée en cuir vert de mon mémoire de maîtrise. Moi, j'en ai une copie de base. Je ne sais même pas où elle est d'ailleurs, parce que j'ai déménagé récemment. Je vais la retrouver. Et la famille d'Yves Dupont gardait une copie de ce mémoire. Voilà. Et alors, pourquoi Yves Dupont est si important? C'est que, d'abord, il a écrit ce livre. Il avait une mémoire très forte de son travail. Et puis, j'ai eu avec Dupont une amitié et une correspondance qui a duré une dizaine d'années, presque jusqu'à son décès. Alors, j'ai quitté la France 2 ans après avoir fini, 1 an et demi après avoir fini mon mémoire de maîtrise, pour aller vivre en Italie. Mais dès que je pouvais, dès que je rentrais, une fois par an ou 2, j'allais chez Monsieur Dupont, rue Porte-Cancière en Haut-Nîmes. Et bon, je l'ai vu un petit peu à la fin. Et ça a été un vrai plaisir. C'est quelqu'un qui m'a vraiment montré, tous les 4, je leur dois énormément, parce que tous les 4 m'ont montré que travailler sur le football, c'est allier une forme d'humanité et de respect qui, pour un historien, est très très important. Et donc à ces 4 personnes, je dois beaucoup. Et je dois beaucoup à 2 autres aussi, qui sont Marcel Thomazeau-Vert. Alors là, j'ai juste à côté de moi, j'ai un fanion du FC7 et c'est M. Thomazeau-Vert qui me l'a offert quand j'étais au club. Ça doit donner 81. Et lui aussi m'a raconté sa relation avec le club. Alors, de cette période, j'ai gardé un immense plaisir pour tous ces gens-là. Et l'idée aussi que le FC7 pouvait apporter beaucoup à l'histoire à une compréhension du football. Bien, par la suite, bon, mon maîtrise a été très bien reçue par mon prof et par les gens qui l'ont lu. Et par la suite, j'ai fait un doctorat sur un autre thème, sur l'information en Allemagne pendant la guerre de 14. Et j'ai eu une bourse de doctorat pour faire ce travail à l'Université européenne à Florence, en Italie. Je suis parti pour 3 ans, je suis resté 39 ans. Et j'ai commencé à travailler comme historien. Alors juste en quelques mots, on m'a
on m'a proposé à l'Institut européen, après mon doctorat, de travailler sur un projet, de lancer un projet sur la culture sportive en Europe, parce qu'il y avait très peu de travaux sur l'idée du sport en Europe. Et j'ai commencé à travailler là-dessus, et disons que ça a plutôt bien marché. J'ai commencé à écrire pas mal sur l'histoire du football. J'ai eu une place de professeur à la De Montfort University en Angleterre en 1993. Je suis resté là-bas pendant 29 ans. Mais mon rapport au FC7 n'était pas terminé parce que à la fin des années 90, j'ai écrit, au milieu des années 90, j'ai écrit une histoire des footballeurs professionnels en France, ensemble avec mon collègue Alfred Val. Et à cette occasion, j'ai demandé à beaucoup d'anciens joueurs de me raconter un petit peu leur vie de footballeur. Il y a pas mal de ces trois qui m'ont répondu. Parmi eux, certains que j'ai revus après, dans un qui est beaucoup, qui est Patrick David. Et au début des années 2000, en 2001-2002, j'ai repris contact avec le club. Parce qu'il s'est passé quelque chose entre-temps, c'est que la FIFA, l'ancien International Football, m'avait proposé de diriger les travaux pour le centenaire de son histoire. Et donc j'ai dirigé les travaux du centenaire de la FIFA. Et à ce moment-là, j'ai écrit au club, parce que j'ai réfléchi que si je travaillais sur l'histoire du football, c'était aussi et surtout à cause du Football Club de Sète. Et j'ai écrit au club. Alors, je dois dire, j'ai écrit au club, et puis pendant un mois, je n'ai rien entendu. Et un jour, je reçois un coup de téléphone du secrétaire général du Football Club de Sète. Ça devait être en 2002. Et ça s'appelait Thierry Schmitt. Et Thierry m'a écrit, il m'a dit, écoutez, c'est extraordinaire cette lettre que vous nous écrivez, on sera très content de travailler avec vous, venez nous voir une fois. Et Thierry et le président Émile Anfosso ont commencé j'ai commencé à avoir des contacts dans mon épistolaire avec eux, puis je suis venu les voir à Sète, et ils m'ont demandé de m'occuper un petit peu de réfléchir pour les 90 ans du club. Et donc en 2004, j'ai eu le grand privilège d'organiser avec le club la cérémonie des 90 ans qui s'est passée au théâtre municipal de Sète, et puis une exposition, d'aider aussi un petit peu à une exposition que le club a fait à la mairie de Sète, avec des documents intéressants. Et j'ai connu des gens à ce moment-là qui sont aussi des gens comme Gérard Delerba, des gens comme Tino Di Martino, comme M. Spinez, comme beaucoup d'autres dirigeants du club, et des joueurs aussi, et Claude Calavig aussi à ce moment-là, qui m'ont beaucoup, avec lesquels j'ai eu la chance d'en savoir un peu plus toujours sur ce club que j'aime beaucoup. Et voilà. Et j'ai pensé à ce moment-là que je vous décrire une histoire du club. Alors, c'était un peu compliqué parce que juste après, on m'a offert de diriger des recherches dans le monde entier. Et depuis une quinzaine d'années, je voyage beaucoup. C'est-à-dire que je travaille dans 20 pays dans le monde entier. Ça va de l'Afrique du Sud au Venezuela, de l'Argentine à la Russie, pas trop, mais ça va de l'Espagne à la Palestine, enfin bon, et de l'Égypte, j'étais cette semaine au Chili. Et donc je dois dire que j'ai des difficultés à trouver le temps pour écrire. Alors il y a quelques années, ça fait 5 ou 6 ans, j'ai vu que quelqu'un a commencé à travailler, à créer un petit site sur le club. Je me suis dit, c'est intéressant, j'ai regardé un petit peu sur internet, je l'ai aidé, et puis c'est quelque chose que je trouvais assez intéressant, le moyen aussi de parler de l'histoire du Football Club de Sète avec des gens.
Bon, et au bout d'un certain moment, disons, la façon dont ce site était fait, c'est pas tout à fait comme je l'imaginais. Donc il y a 3 ans maintenant, 3 ans et demi. Au début de. Ça fait 4 ans bientôt, disons, on va dire. Au mois de janvier 2019, j'ai décidé de lancer une page de Facebook sur l'histoire du Football Club de Sète. Et mon idée, c'était surtout de, de rappeler qui ont été les gens qui ont fait ce club, de rappeler certains matchs, et puis aussi ce qui rend le Football Club de Sète un club tout à fait particulier, tout à fait plaisant. Et je dois remercier tous ceux qui le regardent, qui le suivent, mais aussi tous les joueurs et ceux qui m'aident. Alors il y en a certains que je peux pas ne pas nommer. François Catarina, Alain Sevillo, avec qui on a parlé sur d'autres trucs. Patrick évidemment, et puis il y a des Jacques Colicchio comme anciens, comme journalistes qui s'occupent du club, qui sont toujours là. Fred Serrato, Georges Moreau. Bon, tous sont là, et l'idée c'est un petit peu absolument sans aucune prétention, mais de montrer tout ce qu'apportait ce club. Et alors, le club de Sète, c'est pas un club comme les autres, c'est pour ça que j'aime bien en parler, c'est parce que c'est un club qui est capable, qui a été capable au cours des 110 ans de son existence, qui a été capable, 108, de mettre en avant 2 éléments très différents, qui sont le côté très local du club, l'importance des joueurs du cru, l'importance du football dans la culture sétoise, et d'un autre côté qui a été à l'image de la ville de Sète, qui est un port capable de recevoir et d'intégrer énormément d'étrangers. Et alors là-dessus, il y a des gens qui ont été très intéressants. Ce qui me plaît beaucoup dans cette page, je dois dire que je fais ça avec plaisir. Alors c'est difficile quand je voyage de pouvoir le faire tous les jours. J'essaie à peu près tous les jours de mettre quelque chose. Mais des gens comme des fils ou des petits-fils de joueurs qui m'ont contacté, il y en a beaucoup. Et il y en a certains avec qui on a eu plus de relations. Ça me fait plaisir par exemple de savoir que Mohamed Haddad, le fils de Saïd Haddad, un des anciens joueurs du club, a reçu là, pour les 100 ans de son père un maillot signé de tous les joueurs. Je trouve ça très chouette. Mais il y a la petite fille de René Mouret avec qui m'a contacté plusieurs fois. Il y a les enfants d'autres. Enfin, c'est très très. Il y a beaucoup de gens qui sont liés au club. Voilà, c'est une page sans prétention. Je m'excuse si je vous ai parlé un peu trop, mais c'était un petit peu le lien que j'ai avec le Football Club de Sète.